Bonjour à toutes et à tous. On est en enregistrement sur Zoom pour Monde d'après, la version dématérialisée du festival Colère du présent d'Arras. Et sur cette rencontre virtuelle, nous accueillons les éditions Asphalt avec Estelle Durand et Claire Duvivier, les fondatrices et éditrices de la maison d'édition, qui vont nous parler un petit peu de comment elles ont lancé leur maison d'édition, de quoi elles traitent, quels textes sont mis en avant, et puis on élargira tout ça aux thématiques du festival, à savoir les mondes d'après, les villes et les utopies urbaines. Bonjour à toutes les deux, merci de participer à cette Bonjour. expérience dématérialisée de salon. Donc pour commencer cette rencontre, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la maison d'édition, comment elle est née et qu'est-ce que c'est les éditions Asphalt? Je crois que vous fêtez vos 10 ans cette année. Et oui, en fait, nos 10 ans, donc pour l'instant de façon virtuelle avec toi, avec vous tous. Quelques mots sur Asphalt, quelques repères. Asphalt est un état indépendant. On a entamé cette aventure en 2010. Nous sommes deux, donc Claire Duvivier et moi-même. Deux à avoir créé la maison, deux à la porter, à la soutenir, à l'animer, deux éditrices. Nous publions de la littérature, entre 7 et 9 titres par an. Dans une immense majorité, nos auteurs sont contemporains. Nous publions la littérature étrangère et française, française depuis 2014. Et étrangère, il faut dire qu'on accorde une très grande place au continent sud-américain, notamment à l'Argentine. Et pour vous donner quelques marqueurs forts de la maison, le catalogue a comme ça quelques ingrédients récurrents, des éléments qui sont notre fil rouge. La maison est basée sur le voyage, la ville. Donc voilà, ville, voyage, musique, marge, société d'aujourd'hui. Très important aussi l'aspect social, c'est un marqueur fort de nos textes. Voilà, ce sont les ingrédients qui composent l'esprit Asphalt, comme on aime à l'appeler, plutôt que ligne éditoriale. Quoi d'autre? Alors juste, je vois qu'il y a des petits problèmes de connexion, donc on va devoir gérer avec ça aussi. Et c'est la magie, non pas du direct, mais de l'enregistrement dématérialisé, on va dire. Cette remarque est en fait pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Là, l'une des thématiques fortes du festival cette année, c'était la question de la ville dans les utopies ou les dystopies. Tu parles de la composante urbaine d'Asphalt. C'est quelque chose que vous aviez prédéterminé ou qui s'est imposé au fur et à mesure que vous avez sélectionné les textes et il y a quelque chose qui s'est dégagé comme ça? Pour le coup, c'était prévu dès le début, hein, pour le côté urbain d'Asphalt. Déjà dans le nom de la maison, voilà, il n'a pas été choisi complètement au hasard. Et effectivement, dès nos premiers textes, on avait envie d'avoir des romans où la ville était un peu plus qu'un personnage, où c'était vraiment une présence, une atmosphère, faire en sorte que toutes ces intrigues, tous ces personnages n'auraient pas pu se passer ailleurs. Donc, c'est vrai que dans le tout premier titre, on avait par exemple, on avait un roman anglais qui se passait dans la ville de Middlesbrough et franchement, ça n'aurait vraiment pas pu se passer ailleurs. On a aussi quand même pas mal de villes qui reviennent assez régulièrement depuis le début de la maison. C'est comme ça qu'on a beaucoup exploré les villes de Barcelone, les villes de Buenos Aires surtout. Donc Estelle parlait littérature argentine tout à l'heure. Et ce que j'aime bien du coup avec cette thématique qu'on traite depuis 10 ans, c'est qu'au fur et à mesure, toutes nos versions de Buenos Aires qu'on a au catalogue, elles sont toutes complètement différentes parce qu'effectivement, c'est la vision à chaque fois d'un auteur différent, mais il y a toujours quelque chose de rémanent en fait. Dans la Buenos Aires en fait, des années 20 de Roberto Hart, des œuvres de Buenos Aires, on la sent encore un petit peu sous les pas des personnages de Guillermo Sacomano, par exemple, en 1977. Il y a toujours une espèce de rémanence des villes, et je trouve que c'est une autre manière d'explorer le catalogue. Alors, tu parles d'exploration par différents auteurs, mais il y a aussi une politique d'auteur suivi chez Asphalt, et je pense que tu parlais de Barcelone notamment, avec l'œuvre de Carlos Zanon, qui prend pas mal place à Barcelone et qui a été suivi sur plusieurs ouvrages. Le dernier étant Taxi, qui est une exploration urbaine un peu du côté non touristique de Barcelone. Mm. Oui, ce qui est amusant, c'est la relation que Carlos a avec sa ville de Barcelone. Donc, tous ses romans se passent là-bas. La ville de Barcelone est extrêmement présente. C'est une Barcelone qui est très noire, très sombre. Donc, c'est vraiment crise économique, fracture sociale, friction de classe. Mais Carlos déteste Barcelone. Il le dit à longueur d'interview. Je trouve ça très intéressant qu'il la déteste, mais qu'il puisse pas s'en passer
pour sa fiction, en fait. Ouais, c'est le terreau de son œuvre littéraire, mais c'est Mm. vrai qu'il n'a pas une relation d'amour avec sa ville. Et d'ailleurs, dans Taxi, en fait, il a quasiment fait exprès de choisir un personnage de chauffeur de taxi pour pouvoir justement parcourir l'entièreté de sa ville, la totalité de sa ville. Parce que, comme il le dit très bien, quand on vit dans une ville, c'est faux, on n'est pas du tout amené à aller dans tous les quartiers de sa ville, on reste dans une certaine frange le personnage de Taxi est l'un des seuls dans la société à avoir un métier qui lui permet vraiment de parcourir toutes les strates d'une ville. Donc c'est à partir de là qu'il a développé son intrigue. Alors, ben, on peut repartir de l'exemple de Taxi et de Barcelone, effectivement, mais dans votre catalogue, il y a une composante noire assez importante. On vous a décrit à tort dans plusieurs articles comme un éditeur de polar. Je pense que Asphalt, c'est pas qu'un éditeur de polar, c'est plus large que ça. Mais là, sur la question de l'utopie urbaine, ce que vous traitez plutôt, j'ai l'impression que c'est surtout la dystopie urbaine, enfin, des villes qui peuvent être vidées de leurs habitants ou livrés aux chiens comme dans l'employé de Sacomano, ce genre de choses. Il y a un goût pour la noirceur, ça dit quelque chose de votre vision du monde ou c'est un goût littéraire qui s'exprime avant tout? Et disons que tout ce qui est roman noir et polar, ce sont des genres urbains par excellence, donc forcément, ils sont présents au catalogue, entre autres, effectivement, comme tu le soulignes. Et effectivement, oui, tu parlais de l'employé, c'est effectivement une dystopie assez forte, avec un vrai décor de dystopie qui peut évoquer les décors de Blade Runner, par exemple. Donc une ville grise, une ville sous surveillance toujours, et effectivement, une ville pas forcément très agréable à vivre. On n'est vraiment pas du tout dans le rêve de la ville de demain, dans l'utopie. Non, c'est des visions plutôt sombres, effectivement. On pourrait presque regrouper les villes et les textes que vous traitez selon des espèces de thématiques d'ambiance et climatique aussi. Euh, je pense notamment à, par exemple, là tu parlais de la ville grise avec Sacomano, et à côté il y a un peu la ville bouillante qu'on trouve dans les textes de Tommaso Pinchio ou plus récemment dans un auteur francophone, le Tunis de Magma Tunis de Aymen Garbi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dernier texte notamment? Parce que là, vous avez ouvert le catalogue aux auteurs français dans un premier temps, et puis là, c'est une première incursion dans un territoire francophone avec une vision de la ville très ancrée dans des problématiques contemporaines du Maghreb. Oui, et là, on parlait aussi justement de villes qui influençaient complètement l'intrigue, les personnages, toute l'atmosphère du roman. Magma Tunis, c'est vraiment le cas d'école. Donc Aymen, qui s'intéresse beaucoup à ces problématiques urbanistiques, on va dire, nous montre vraiment la ville de Tunis dans toute sa dualité, en fait, avec un côté très double, puisqu'on a à la fois le côté très tortueux des petites ruelles de la vieille ville, de la Médina, et à côté les grandes avenues rectilignes de la ville européenne, on va dire. Et effectivement, en fait, la simple géographie urbaine de Tunis va influencer la psychologie de ces personnages au fur et à mesure qu'ils l'arpentent. Donc là, pour le coup, on a vraiment un gros ajout de la ville de Tunis dans Magma Tunis. D'ailleurs, le nom de la ville est dans le titre. Et aussi, ça permet de montrer dans cette ville schizophrène, en quelque sorte, bah, une jeunesse qui est en manque de repères et qui les recherche. Alors, on pourrait croire, parce que là, on aborde vraiment le catalogue par le biais de la ville, mais ce que vous publiez, ce sont surtout des histoires, des narrations, souvent assez tendues. Du coup, pour Magma Tunis, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de l'intrigue, histoire que le lectorat puisse Mm. rentrer dedans? Oui, alors l'intrigue, c'est un jeune homme, Galen, qui est dans une très mauvaise passe parce que bon, déjà son appartement est à moitié en train de s'effondrer, le plafond de sa salle de bain est à moitié en train de s'effondrer. Euh, il ne va nulle part professionnellement et puis surtout, il pense qu'il vient de tuer sa petite amie en fait. Donc, voilà, c'est nettement plus grave, on va dire. Et comme il est vraiment rongé par la culpabilité, il décide d'écrire une lettre de suicide et de partir dans les rues de la ville pour se donner la mort. Alors, rien va se passer comme ça, rien d'aussi mélodramatique en plus. Il va juste se retrouver finalement à errer dans les rues de sa ville avec justement toute son humeur qui va varier au cours de son errance. On va se rendre compte qu'il y a des choses vraiment très étranges dans cette Tunis-là. Il y a des chats errants un peu partout, il y a beaucoup de tensions, il y a des mouvements de foule suite à des jets de pétards, des choses comme ça. Il y a des happenings d'art moderne qui sont un peu partout dans la rue, qui sont complètement loufoques. Et au bout d'un moment, Aymen va croiser dans la rue, de loin, il va la voir passer sa petite amie qu'il pensait avoir tuée, et donc qui est bel et bien vivante.
Donc, il va partir à sa recherche. Et là encore, du coup, l'errance dans la ville va se poursuivre, ce qui devient vraiment une traque, en fait. Alors, une autre ville et autre approche française francophone, c'est celle d'Emmanuel Villain, qui est convié aussi au festival Monde d'après, et qui va offrir une contribution aux lecteurs du site. Lui, dans son premier roman, Sporting Club, c'est Beyrouth qu'il a choisi comme destination. Est-ce que peut-être Estelle, tu peux nous en parler un peu? Oui, alors la particularité de Sporting Club, c'est que effectivement, comme tu le dévoiles, ça se passe à Beyrouth, mais la ville n'est jamais nommée en fait. Donc on est dans un espèce, on plonge dès les premières pages avec le narrateur dans cette piscine olympique au bord de la Méditerranée. On découvre cette ville aux côtés de ce narrateur sans savoir où on est, et je pense que ça participe beaucoup à l'atmosphère à la fois étrange et intemporelle du roman. Donc on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, mais qu'on va explorer petit à petit. Puisque, pour dire quelques mots de l'intrigue, le narrateur arrive dans cette ville avec une mission bien précise, c'est d'interviewer une grande figure, une grande figure, une célébrité finalement, sauf que cette célébrité se dérobe, elle refuse toute interview, tout rendez-vous, etc. Et du coup, c'est ça en fait, c'est le fait que la célébrité se dérobe qui est le moteur de l'intrigue et qui va permettre au narrateur du coup de faire autre chose, donc de se mêler à la faune de cette ville étrange, qui est une ville qui a un passé lourd. On s'en rend compte à de nombreuses traces présentes dans la ville, et qui est une ville qui essaie un peu d'effacer son passé. Et le narrateur, lui, va vouloir s'intéresser à ce passé et retrouver, faire une sorte de travail archéologique sur les fondements de cette ville. Donc, il s'agit de Beyrouth, et c'est un roman de la nostalgie, puisqu'on est à la recherche du passé, mais aussi incroyablement contemporain, puisque cette ville se remet d'une guerre, on comprend très vite. Voilà, il y a une espèce de charme envoûtant dans ce texte qui nous très travaillé, des phrases très amples. On est complètement immergé dans ce Beyrouth qui reste avec nous bien longtemps après la lecture. En fait, c'est un roman d'atmosphère complètement dans sa quintessence, voilà, dans sa forme la plus parfaite, on peut dire. Alors sur l'exploration urbaine, on est parti là sur l'exploration urbaine par les auteurs, mais il y a une autre collection qui est assez emblématique d'Asphalt, et je pense que pas mal de lecteurs vous connaissent, abordent le catalogue par là. C'est la collection des Villes Noires, qui sont des anthologies de nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez développé la collection, et comment ça se passe, enfin, comment ça s'organise à l'intérieur des livres? Alors, cette collection Asphalte Noir, c'est un peu l'ADN de la maison, puisque pour le dire trivialement, elle coche toutes les cases. Donc, c'est l'exploration d'une ville par la littérature, par plusieurs auteurs. Il se trouve qu'ici, c'est de la littérature noire. Le concept est très simple, c'est que ce sont des recueils de nouvelles. Chaque nouvelle se passe dans un quartier ultra précis de la ville. Donc, chaque auteur écrit sur un lieu vraiment circonscrit. Donc, il a une grosse contrainte de lieu. Il a une contrainte de genre aussi, puisqu'on est dans la littérature noire, au sens large. Donc, je veux dire polar, suspense, thriller, etc., social. Et donc, de texte en texte à l'intérieur d'un recueil, vous traversez toute la ville, en fait. C'est ce qu'on a envie de proposer au lecteur. Il y a une espèce de cartographie qui se déroule, de lieux pas forcément connus pour le lecteur. Généralement, les touristes ne vont pas dans ces lieux. En fait, les auteurs parlent de leur quartier, leur rue, vraiment de ce qu'eux connaissent. Donc, on est dans l'authentique. Ce ne sont que des auteurs locaux. Donc, on a commencé en 2010 avec Paris. Ensuite, il y a eu énormément de villes, Londres, Los Angeles, Mexico, Buenos Aires, évidemment, pour arriver l'année dernière à banlieue parisienne noire. Donc, évidemment, on a fait un pas de côté par rapport au concept initial, mais c'était une bonne manière de faire un pendant à Paris, de passer le périphérique et de donner la voix à des auteurs et à des lieux en marge, par définition, que sont les banlieues parisiennes, dans leur pluralité. Donc voilà, cette collection, oui, elle est vraiment emblématique de la maison, oui, par son projet et par l'exploration d'un genre sous diverses facettes. Comment vous choisissez les auteurs du coup qui participent? Parce que si cette collection, si je me souviens bien, à l'origine, il y a
Les explorations urbaines avaient été proposées par un éditeur anglo-saxon qui s'appelle Akashic Books, et vous n'avez pas fait que traduire ce qu'Akashic Books a fait, vous avez aussi constitué des nouveaux recueils, notamment Paris ou banlieue ou Marseille, comme tu le disais. Comment ça se passe pour le travail? Comment vous repérez les auteurs? Comment vous travaillez avec eux? Vous faites une carte de la ville, vous dispatchez les zones géographiques? Oui, alors en effet, si au début on s'est appuyé sur les parutions américaines d'Akashic Books en les faisant traduire en français, on a ensuite poussé le partenariat bien plus loin puisque donc, on a fait nos propres anthologies, comme tu disais, Bruxelles, Marseille, banlieue parisienne, mais aussi Buenos Aires. Et en fait, à la tête de cette équipe d'auteurs, on choisit un anthologiste. C'est un peu un maître d'œuvre qui, lui, propose des auteurs et ces auteurs proposent des lieux. Alors évidemment, on doit travailler avec une petite carte, un stylo et pour départager des quartiers qui, pour certains, très prisés, pour d'autres, pas du tout. Et comme on veut à chaque fois des recueils très représentatifs, effectivement, il y a tout un travail très long, mais très amusant aussi, de répartition de lieux en bonne intelligence avec l'anthologiste et les auteurs, évidemment. Mais ça se passe très bien. C'est en effet un travail précis et minutieux. Il y a une anthologie, enfin là, vous avez déjà une prochaine destination sur laquelle vous êtes en train de travailler? Mystère, mystère. Ne dévoilons plus, Julien. D'accord. En fait, pour fêter les 10 ans de la collection, on a fait un autre travail qui est celui de remise en valeur en fait, de titres qui étaient épuisés, qu'on a sorti au format semi-poche, qu'on appelle les City en fait. Ce qui nous permet, nous, de les faire à nouveau vivre et puis surtout de toucher un autre public par ces ouvrages qui sont moins chers à produire, qui sont du coup à 12 €. Donc ça permet un peu plus un achat d'impulsion, de se laisser tenter, de se dire ah là là, je vais partir en vacances, mettons à Barcelone, ou alors je connais quelqu'un qui vit à Bruxelles, de se dire voilà, je vais faire connaissance avec la ville ou la redécouvrir via ces recueils-là. Alors avec la dématérialisation du festival est venue une autre thématique à celui-ci, c'est celui de Monde d'après, et je voulais vous poser une question qui permettrait de lier un peu tout ensemble. Selon vous, est-ce que vous pourriez m'indiquer un livre qui, selon vous, dans le catalogue d'Asphalt, représenterait le plus le monde d'après tel que vous le voyez? Ah, tu nous poses une colle là. Si je dis l'employé, vous allez dire que je suis trop négative. Je vais répondre par une pirouette. Le monde d'après, pour moi, c'est par exemple septembre, avec le nouveau roman de Timothée de Meillet qui s'appelle Demain la brume. Donc pour moi, c'est ça le monde d'après parce que j'ose espérer qu'on sera tous revenus à un rythme plus normal et que la chaîne de livres sera au meilleur de sa forme et que le livre pourra apparaître dans de bonnes conditions. Et en plus, Timothée de Meillet, c'est le premier auteur français qu'on a publié en 2014 avec Prague, Faubourg Est. Ensuite, il y a eu Jusqu'à la bête, qui a eu un beau succès en librairie et auprès des lecteurs. Et du coup, on est vraiment particulièrement heureuse de publier son troisième roman en septembre, dans le monde d'après, Demain la brume, qui met en scène un portrait de la jeunesse dans les années 90 entre France et Croatie, et qui aborde le conflit, la guerre de Croatie, à travers 5 personnages très jeunes. Quand je dis très jeunes, ils ont entre 20 et 25 ans. Voilà, c'est un très beau roman choral et voilà, en tant qu'éditrice, c'est ça le monde d'après pour nous en ce moment, je pense clairement. Du coup, c'est une nouvelle destination pour vous? La Croatie? Ça va pas être... Pour la force des choses, oui, de fait. Ouais. Ok, mais est-ce que vous avez un titre de la maison d'édition? C'est une question que j'aime bien poser aussi pour proposer une exploration alternative pour les gens qui voudraient se plonger dans votre catalogue. Un livre de la maison d'édition dont vous trouvez qu'il n'a pas été assez lu, assez vu, alors qu'il est pourtant tellement super que tout le monde devrait l'avoir dans sa bibliothèque. Oui, je sais pas, moi je conseillerais, alors c'est peut-être pas trop dans la thématique urbaine, mais pour moi c'est vraiment un ouvrage très emblématique d'Asphalt, ce serait Shangri-La de Malcolm Knox, qui est un roman sur une célébrité fictive du monde du surf et sur l'évolution qu'elle a connue entre les années 60, 70, glorieuses, et des journées d'aujourd'hui qui sont un peu plus pénibles à vivre pour lui.
C'est vraiment un très beau roman, plein de musique, qui parle vraiment de la contre-culture surf et de sa naissance en Australie. On apprend énormément de choses. On n'a pas du tout besoin de savoir surfer ou de s'intéresser au surf. Enfin, c'est un très beau roman avec une écriture incroyable qui se met dans la tête d'un personnage vraiment très particulier. Voilà, je recommande. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans la maison d'édition. Et toi, Estelle, un choix personnel? Moi, je pense à L'île invisible de Souniaga, qui est un auteur vénézuélien. L'île invisible, c'est une plongée dans l'envers du décor d'une île paradisiaque hyper touristique, qui est l'île de Margarita, qui est très prisée par les touristes allemands, européens, on va dire. Et donc, c'est l'histoire d'un Allemand qui s'est installé là-bas, qui a ouvert un restaurant sur la plage, etc. Et un jour, il disparaît mystérieusement. Il est retrouvé mort. Et sa maman, donc une dame allemande, fait le voyage jusqu'à Lille. D'en savoir plus sur les circonstances de sa mort. C'est pas du tout un polar, je le raconte comme ça, mais c'est un polar, c'est le point de départ. Et en fait, la maman va se heurter à une civilisation qui lui est complètement étrangère, donc les passe-droits administratifs, la lenteur, le rythme différent de la vie sur l'île par rapport à son Düsseldorf natal, je ne sais plus si c'est Düsseldorf, enfin voilà. Et du coup, surtout, elle va découvrir à l'envers du décor de ce paradis touristique qui est la passion des habitants de l'île pour les combats de coqs. Et donc, elle va se rendre compte que son fils était très passionné par ça, et elle va découvrir comme une micro-société sur l'île. Donc, d'où le titre L'île invisible. C'est un moment très littéraire, très envoûtant, là encore, le charme de cette île qui n'est pas flagrant au départ, parce que bon, c'est un peu une succession de all-inclusive sur la plage. Mais voilà, là, justement, on va découvrir autre chose, donc un peu les marges de cette société qui ne vit que par le tourisme, qui sont les combats de coqs, et qui déchaînent toutes les passions, qui peuvent mener au pire, comme c'est le cas pour le personnage disparu. Je pense qu'il y a quelque chose qui lie aussi les textes du catalogue qu'on n'a pas abordé, parce que là, on a évoqué à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup de destinations différentes. Mais je pense que s'il y a aussi une grande qualité au catalogue d'Asphalt, c'est le fait que vous ne fassiez pas dans l'exotisme bon marché, on peut dire. C'est souvent des visions un peu décalées. Là, on parlait de Carlos Zanon et de Barcelone. Je pense aussi à Tes yeux dans une ville grise, qui parle de la situation à Lima, au Pérou. Il y a vraiment, enfin, on retrouve pas, disons, d'éléments très archétypaux dans votre catalogue. C'est aussi un choix, ça? C'est aussi le fait de faire appel à des auteurs locaux et de faire beaucoup de traductions de littérature étrangère, en fait, parce qu'effectivement, on a moins le recours à des auteurs français qui vont parler de leur vision de l'Amérique du Sud, de l'Afrique ou des choses comme ça. Donc effectivement, c'est des gens qui parlent de chez eux, des gens qui parlent de leur univers, qui parlent de leur territoire, donc il n'y a pas d'exotisme en fait dans leur vision. On a plus l'effet de réel en fait. Hmm. Et il y a aussi autre chose que je trouve assez frappant, c'est que enfin, vous vous présentez pas comme un éditeur militant ou engagé, mais de fait, il y a toujours, je trouve, une composante politique très forte dans vos textes, avec alors soit une vision, on va dire, des bas-fonds des villes, ça c'est le plus évident, mais aussi, je trouve, un certain nombre de thématiques comme l'exclusion qui reviennent très régulièrement, et ce depuis le début de la maison, avec, tu parlais de Pomme, le titre anglais, mais il y a aussi Chasse sauvage en chute libre de Meudrourou, un auteur australien, et là, déjà là, il y avait une dimension politique très importante. C'est quelque chose que vous travaillez consciemment, ou c'est une question de goût qui infuse encore une fois? Je pense que c'est plus une sensibilité qui s'exprime ainsi. Je pense que si on était éditeur militant, on rechercherait avant tout dans les textes ceci. Et c'est pas notre façon de faire, en fait. Il se trouve que ces livres qui nous parlent et qu'on a envie de publier, il se trouve qu'ils ont souvent cette tonalité sociale, c'est vrai. Mais c'est pas une condition sine qua non pour nous. C'est pas quelque chose qu'on recherche avant tout, en fait. On essaye de pas avoir de recettes. On essaye de pas se dire on va absolument que le roman soit social, que la ville soit présente, que on a plus des éléments qui sont généralement présents, un peu comme la musique, par exemple. Ça n'a jamais fait partie on va dire du cahier des charges, admettons que ça existait un cahier des charges comme maison d'édition, mais il se trouve que dans la plupart de nos romans, c'est une thématique qui est très présente. Je pense qu'il en va de même avec cette thématique sociale. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. On arrive au bout du temps imparti.
donc on va rendre l'antenne, même si on n'est pas en direct, encore une fois. Mm. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de À toi. l'interaction. Et puis, donc, plusieurs auteurs qui seront présents sur Monde d'après, Sébastien Verne et Emmanuel Villain, notamment, qui proposeront des contributions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.